Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste, quel plaisir, quel pied d'avoir pu voir de mes propres yeux ce match incroyable qu'ont livré les Bleus face aux Écossais à Murrayfield, d'avoir pu voir cette équipe de France aussi solide, tout en maîtrise avec une défense de fer et une attaque du tonnerre. Bref, les Bleus ont su se sortir du piège de Murrayfield pour nous sortir un match de très grande classe. Au début, j'ai vraiment cru que les hommes de Gregor Townsend allaient nous amener dans un faux rythme. On a mal démarré avec cet engagement tapé directement en touche, et après on a 3-4 minutes de mêlée qui sont à refaire où il se passe pas grand chose concrètement, mais heureusement les Bleus ont vite dévoilé leurs intentions en allant chercher directement Moefana sur les ailes sur leur premier ballon exploitable, et l'ailier bordelais est bien servi et va lancer l'attaque française. Et si cette action se finit par un grattage écossais, les Français se distinguent par une impressionnante vitesse d'éjection de balles, les ballons étant de suite disponibles pour Dupont. Quelques minutes plus tard, après plusieurs échanges au pied, Jaminet hérite du ballon, et là il va taper un coup de pied qui est un peu raté, mais je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais la chandelle va être trop longue et Russell va du coup être forcé de couvrir beaucoup de terrain pour aller la réceptionner. Et donc logiquement il capte la gonfle très près de la ligne française. Et là il va taper un coup de pied qui est pas ouf, mais en même temps qui pourrait être intéressant à exploiter parce que c'est un coup de pied qui est bas, qui est un peu rasant, qui force Dupont à venir directement dessus et qui doit du coup maîtriser son rebond, d'autant plus qu'on voit que Graham vient en poursuite pour mettre la pression, mais le problème c'est qu'il y a un mais, en face c'est pas n'importe qui récupère le ballon, c'est Super Toto, et là c'est le festival. C'est parti pour une course de 70 mètres, 4 défenseurs battus et le feu dans le camp écossais. On constate d'abord que les partenaires de Dupont sont tout de suite au soutien, avec Jelon qui vient déblayer et Fickou qui est directement au relais. Et sur ce plan large, il faut voir la désorganisation totale de la ligne écossaise, avec pas moins de 8 défenseurs concentrés dans 5 mètres. Cyril Bay arrive alors parfaitement à hauteur, bien servi par Fickou dans le timing, ce qui resserre un peu plus les Écossais. Une nouvelle fois, le soutien est assuré et le ballon reste moins d'une seconde au sol. Fickou là encore vient assurer la continuité pour Marchand qui vient alors péter dans l'intervalle et libérer au contact pour Willemse qui s'écroule dans l'embut et marque le premier essai français. Donc déjà là on pouvait sentir qu'on était bien parti, qu'on était déjà directement dans le match, mais à peine 4 minutes plus tard, Melvin Jaminet va trouver un superbe 50-22 qui permet aux Bleus de reprendre position dans le camp écossais. On envoie Adrit percuter, le ballon est de suite disponible et Dupont éjecte, et là on a droit à du caviar entre Fickou et Danty qui vont délivrer 2 passes dans le dos consécutives au plus près de la ligne. Cela a pour effet de concentrer la défense de manière très efficace. Sur ce plan, on voit par exemple que 9 Écossais sont présents dans la zone et que 2 avants français sont déjà prêts pour assurer le soutien. Face au danger de cette situation, Van der Merwe décide de monter sur Ntamak pour intercepter ou au moins étouffer l'attaque française avant que la passe ne se fasse. Mais l'ouvreur français fait preuve de dextérité pour transmettre à Jaminet qui arrive pleine balle avec une course bien droite dans l'intervalle, ce qui va fixer Hogg qui était en position de dernier défenseur, et dans le même temps, il va réussir à servir Penaud. L'ailier est plaqué grâce au bon retour de Darcy Graham, mais heureusement, rappelez-vous de Bay et de Woki qui étaient déjà au soutien. Le pilier récupère la passe de Penaud et fixe 6 Écossais avant de libérer pour Moefana qui inscrit son premier essai en bleu. C'est quasi imparable. Des libérations ultra rapides, des centres qui vont fixer au plus près de la ligne pour ensuite faire jouer derrière eux, un ouvreur qui voit le décalage et qui sert parfaitement son arrière qui est lancé comme un frelon, un ailier qui reste dans le terrain et qui arrive à faire jouer après lui, et bien évidemment des gros hauts soutiens qui assurent la continuité de l'action et qui permettent d'arriver à l'essai. Et là où on voit que les Bleus ont réussi à assommer les adversaires d'entrée de jeu, c'est dans la panique de la défense écossaise. Sur les 2 premiers essais, on voit que les Écossais sont complètement à la rue en défense et vont se concentrer dans de petits espaces à 8 ou 9 dans 5 mètres, ce qui veut dire qu'en fait ils ont pas le temps de communiquer et de réagir efficacement. Bon, par contre, passé l'euphorie de ces 2 essais marqués en moins d'un quart d'heure, on a eu droit au traditionnel trou d'air français. Bon, c'est un bien grand mot parce qu'on n'a pas été surdominé, mais on a quand même laissé les Écossais revenir au score et commencer à y croire. En se précipitant, on a parfois manqué de lucidité et de précision, et on a gâché plusieurs munitions, comme d'abord cette chistera un petit peu pourrie entre Marchand et Dupont, alors que la défense était en place, il y avait mieux à faire que jouer dans le fermé je pense, mais aussi par exemple cet en avant de Dupont après une passe un petit peu appuyée d'Aldrit juste après touche. Mais le danger va surtout venir des airs, où Jaminet se trouve complètement, ce qui permet à l'ailier Van der Merwe de récupérer le ballon, de prendre de la vitesse et de lancer l'attaque calédonienne. Et là, les Écossais enchaînent en balayant le terrain, jusqu'à cette nouvelle faute de l'arrière français qui vient sauter au visage de Skinner en voulant intercepter. Et là, heureusement que Jaminet fait pas plus de 80 kg et qu'il a pas vraiment blessé ni fait de mal à Skinner, parce qu'honnêtement ça pouvait vraiment valoir jaune, et si ça avait été un joueur plus lourd ça aurait même pu être un rouge,
parce que ça aurait pu blesser le joueur adverse. Quoi qu'il en soit, Russell tape logiquement en touche, et les Écossais se retrouvent à pilonner notre ligne d'essai. Et puis, après 2 temps de jeu, Price va inverser le jeu et trouver la faille dans la défense française, mais il va se faire retourner dans l'embut grâce à un bon retour de Baye et d'Aldrit. Et là encore, on peut remercier la clémence de l'arbitre, parce que le plaquage de Baye était un poil haut, et dans d'autres circonstances, on a vu des essais de pénalité accordés pour moins que ça. Les Écossais jouent alors la pénalité à la main, et au bout du compte, Darge finit dans l'embut, et les Celtes reviennent à 2 points et commencent à y croire. Et là, nous, supporters français, on a continué à serrer les fesses alors que les offensives calédoniennes se poursuivaient dans notre camp. Heureusement pour nous, Heining et Van der Merwe ne se trouvent pas et vont gâcher une munition importante. Mais pour moi, le vrai tournant du match, c'est évidemment l'en avant de Hogg. Alors si on rembobine un petit peu le fil de l'action, la situation de départ, c'est d'abord un turnover des Français et Fickou qui tape à suivre. Les Écossais doivent alors se replier sous pression, Dupont et Fickou empêchant notamment Hogg et Russell de se dégager au pied. Seulement Russell reste Russell et il transmet à son ailier Van der Merwe qui fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire foncer tout droit comme un spermatozoïde vers l'ovule. Ouais non, je vais peut-être pas la garder celle-là, hein. C'est-à-dire foncer tout droit comme un pilier sur le buffet d'après-match. Penaud le rattrape mais il est trop court pour empêcher de croiser avec Harris. Et le centre là a alors le choix de jouer soit avec Price, soit avec Schumann avec une simple passe, soit il peut aussi aller chercher Hogg qui est lancé au large. Ntamak, lui, en tant que défenseur, il fait le meilleur choix, qui est justement de ne pas choisir. Il ne se laisse pas fixer parce qu'il voit qu'il y a Aldrit qui se replie avec aussi Jaminet et Dupont, et il sait aussi qu'il est le dernier rempart en cas de passe. Harris décide alors de passer à Hogg, alors il a été beaucoup critiqué pour cette décision, mais moi je pense qu'en soi, ça pouvait être la bonne, parce qu'on sait que si Hogg récupère le ballon, il y a essai 9 fois sur 10. Sauf qu'évidemment, Harris va pas tout faire bien et il va passer trop tôt sans fixer Ntamak. Et on voit que le 10 français revenait rapidement sur Hogg. Mais surtout, sa passe est un poil en avant, genre vraiment 5 cm, ce qui force Hogg à tendre les bras pour attraper le ballon. Et là, tout le monde se fout de la gueule de Hogg et dit qu'il a bouffé la feuille. Mais je défie quiconque de réussir à rattraper une balle à cette vitesse, avec les bras tendus en avant, parce que le mec te fait une passe un petit peu trop devant toi. Cet en avant est donc un tournant du match, parce qu'elle prive les Écossais d'une occasion de revenir au score et même de dépasser les Français, en remontant au moins à 15-12. Et si Hogg marque, honnêtement, je pense que c'est un autre match. Je pense qu'on l'aurait gagné quand même au bout du compte, mais ça aurait quand même basculé les Écossais dans un autre état d'esprit, et ça aurait été plus compliqué à négocier pour les Bleus. Et ensuite, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Fickou va donner un nouveau coup de massue sur la tronche des Calédoniens, avec son superbe travers de 30 mètres pour aller marquer en coin. Bravo Gaël, tu viens de foutre en l'air le travail de milliers d'éducateurs en école de rugby. Mais au-delà de la blague, pourquoi Fickou a fait ce choix, et surtout, pourquoi ça marche? Alors l'action principale, c'est un lancement sur touche où on sollicite Danty qui vient asseoir Russell et aussi fixer 3 défenseurs à lui seul, ce qui signifie logiquement qu'il y a un décalage à exploiter en bout de ligne. Ntamak le repère et il va bien jouer en sautant la passe pour Moefana, ce qui attire beaucoup de défenseurs. Et pas n'importe quel défenseur justement, si on regarde sur ce plan, on constate que tous les arrières écossais sont concentrés autour du ruck, en plus de 2 troisième lignes. Et ça signifie quoi? Ça signifie que les défenseurs les plus rapides sont tous concentrés dans 5 mètres, et donc logiquement que les plus lents sont eux disposés au large. Une fois n'est pas coutume, le ballon sort vite, et on va continuer de les fixer, avec d'abord une cellule en première main qui va remettre dans le dos pour Ntamak, mais aussi avec un autre groupe d'avant qui lui va occuper le centre du terrain pour cacher la course de Fickou et aussi fixer au centre. Fickou, lui, il arrive du champ profond, il a une grande vision du jeu, et il repère l'occasion, il sait que la défense va prendre du temps à glisser, et il peut se permettre de déborder au lieu de rentrer sa course. Le troisième ligne, Nick Heining, est pris de court et ne monte jamais sur lui, tandis que Price, lui, est obligé de surveiller Gelon qui est en position d'ailier. Le centre français redresse alors sa course au dernier moment pour rouler sur le demi de mêlée, et il amène son équipe à 9 points d'avance avant la pause. Au retour de la mi-temps, là je vais passer rapidement, mais les Bleus ont su accélérer pour éviter le retour des Écossais, en allant marquer de nouvelles fois, détachant ainsi clairement les Écossais qui ont alors très vite cessé d'y croire. Sanctionnés au sol, mâchés par nos défenses, dominés physiquement et mis en danger sur chaque ballon tricolore, ils ont vraiment passé un sale après-midi. Mais j'aimerais quand même revenir sur le deuxième essai inscrit par Penaud, le dernier essai des Bleus, parce que je trouve qu'il est assez intéressant à décrypter. Donc suite au maul, Fickou est servi en premier receveur, et là tout de suite, 3 solutions s'offrent à lui. La première, et c'est la plus évidente, c'est de servir Danty, qui arrive alors plein fer, avec une course tranchante pour proposer du défi physique comme il l'a fait plusieurs fois durant le match.
La seconde, c'est Ntamak dans le dos pour redistribuer derrière. Et la troisième, c'est Moefana qui peut attaquer l'intérieur qui vient de s'ouvrir. Et honnêtement, je pense que s'il sert Moefana, il y a sûrement essai entre les poteaux. Mais finalement, c'est Ntamak qui est servi au ras de la défense qui est montée très vite en délaissant la couverture. On voit que Hogg montre rapidement pour empêcher une passe à la main vers l'aile. Et donc Ntamak analyse parfaitement et fait le meilleur choix en allant jouer juste derrière la défense. La réalisation est bonne, le timing est parfait, Penaud y va tout seul. Bref, ce match, ça a été une véritable démonstration de la puissance bleue face à une équipe d'Écosse qui, faut quand même le rappeler, a été pas mal affaiblie avec plusieurs forfaits de ses cadres habituels, notamment Watson, Ritchie, Gray et Sutherland. Alors ça n'enlève rien à la performance française, mais j'avoue que je suis quand même curieux de savoir ce que ça aurait donné face à une équipe d'Écosse au complet. Maintenant que le gros du débrief du match est terminé, on va passer au top et au flop, mais avant cela, j'aimerais vous prendre 30 secondes pour vous rappeler de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, vous êtes plus de 50% à me regarder régulièrement sans être abonné. Franchement, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez en voir plus, bah n'hésitez pas à le faire parce que ça vous coûte rien, c'est juste un clic, une seconde. Mais pour moi en revanche, ça me met beaucoup en avant dans l'algorithme YouTube, ça montre à YouTube que mon contenu vous intéresse et donc ça récompense mon travail. J'aimerais bien arriver à 20 000 abonnés d'ici la fin du tournoi et en passant un petit pouce bleu, un partage, un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez aller plus loin, sachez que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour me soutenir financièrement à hauteur de 99 centimes d'euros par mois. Actuellement, il y a déjà 3 contributeurs que sont Maxime Aubin, La Bouillabaisse ainsi que Balou Ingunink que je remercie chaudement. Bon voilà, ça c'était l'instant promo, maintenant on va passer au top et au flop. Pour les tops français, j'ai été époustouflé par le travail réalisé par Cyril Bay, qui s'est rendu disponible aux 4 coins du terrain. Le pilier gauche a été ultra mobile pour offrir des solutions, il est impliqué sur les 2 premiers essais, tout simplement stratosphérique. Sinon dans l'ensemble, ça a été un gros match de tous nos avants, je vais pas tous les citer parce que ça serait trop long, mais vraiment on a eu un pack qui a été ultra dominant dans ce match. Derrière aussi, outre Jaminet qui a connu pas mal de difficultés, je trouve que tous les arrières ont largement dominé leur sujet. La charnière a été parfaitement complémentaire, les ailiers ont été tranchants avec là encore un très bon match de Moefana pour son premier match à l'aile en bleu, mais surtout ce que j'ai adoré dans cette partie, c'est le match de notre paire de centre. Je pense honnêtement que c'est la meilleure performance d'une paire de centre que j'ai jamais vue en bleu. Entre Danty qui s'est alterné entre puissance et passe en timing, et Ficou surtout qui distribue des timbres, qui roule sur Price, qui fait jouer autour de lui et qui sait user de son pied. Bref, on a eu une paire de centres ultra polyvalente et tout bonnement injouable. Côté écossais, les flops, on le sait, c'est Russell et Hogg qui ont pas du tout été à la hauteur de leur standing. Ils ont perdu la bataille du pied en évitant de se dégager par crainte d'une relance assassine et ils ont été sans solution sur tout le match. Mais par contre, un des tops, et là tout le monde l'a remarqué, c'est le 3ème ligne d'Arge qui a été vraiment époustouflant. En attaque avec ses courses très tranchantes, mais aussi en défense par ses plaquages et ses grattages, il a été le seul écossais à vraiment surnager, peut-être aussi avec Van der Merwe qui s'est montré très dangereux sur les rares occasions qu'il a eues. Maintenant, concernant le jeu plus globalement, les Bleus ont largement gagné la bataille au sol avec 6 grattages à leur actif qui a complètement écœuré les Écossais, mais surtout, là aussi tout le monde en parle, notre défense a été impériale. Et plus que cela, la défense, par ses plaquages rugueux, par ses montées agressives et par ses grattages incessants, a permis de récupérer de précieux ballons d'attaque. Et dans le Midi Olympique, une analyse de Yannick Bru explique pertinemment que là où brillent les Bleus, c'est sur le jeu de transition, c'est-à-dire la capacité qu'ont les joueurs à alterner entre phase de défense et phase d'attaque, pour tout de suite exploiter la moindre erreur adverse, le moindre ballon tombé, le moindre ballon récupéré. Et c'est notamment ce que l'on voit sur l'essai de Villemc, avec toute l'équipe qui se porte soit au soutien de Dupont, soit va se placer directement pour jouer, et aussi sur l'essai de Penaud qui est marqué après un turnover. Et enfin, j'aimerais parler de l'incroyable ferveur du public français qui s'est déplacé en nombre pour l'occasion. La FFR parle d'environ 10 000 supporters et je peux vous dire que pour y avoir été, on a littéralement envahi Édimbourg. Dans le stade, on n'entendait que nous et je pense que les Écossais ont fait une très grave erreur en laissant les Français un petit peu seuls sur la pelouse avant le coup d'envoi pour un petit peu les faire mariner. Sauf qu'en fait, ça a eu l'effet inverse parce que les Français se sont chauffés et ont commencé à chanter Marseillaise, plein de chants, allez les Bleus, qui ne sautait pas n'est pas français, etc. Et on a commencé vraiment à monter en puissance tout simplement, et les Bleus ont été comme à domicile. D'ailleurs je propose, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, mais je propose que maintenant on n'appelle plus Murrayfield, mais le Vincent Moscato Stadium, parce que clairement maintenant, Édimbourg c'est français quoi. Mais outre la blague, il faut savoir que le public écossais,
a commencé à partir dès la 65e, 70e minute, parce qu'ils ont été totalement écœurés par le contenu du jeu de leur équipe, et ils ont très clairement vu que le stade était plus à eux, quoi. Et ils ont commencé à partir vraiment assez tôt dans le match, ce qui nous a assez surpris, en fait, honnêtement, parce que je trouvais ça triste, en fait, de voir une équipe qui était abandonnée par ses supporters, parce qu'ils étaient écœurés, tout simplement. Bref, on va finir tranquillement avec la boulette d'or et le geste d'or. La dernière fois, vous aviez voté pour Woki en boulette d'or pour son dégagement un petit peu foireux. Et cette semaine, même si Jaminet a fait 2 boulettes consécutives qui ont amené à un essai, je pense que la vraie boulette du match, c'est bien évidemment l'en avant de Hogg, qui va du coup se partager entre Harris et Hogg parce que les deux sont responsables pour le coup. Et pour le geste d'or maintenant, ça a été assez disputé dans les commentaires la dernière fois, mais globalement vous avez plutôt voté Penaud pour l'ensemble de son match face aux Irlandais. Mais donc aujourd'hui les candidats sont d'abord Ntamak pour ses multiples passes au pied qui ont d'abord amené Penaud à l'essai, mais qui ont aussi servi pas mal les ailes sur tout le match, et qui sont toutes très bien réalisées, qui sont des merveilles d'alternance. Ensuite j'aimerais mettre en lumière Cyril Bay pour son gros travail de soutien, et surtout pour sa passe après contact pour Moefana, malgré l'énorme retour défensif qu'il subit. Et en troisième position, il y a ce plaquage de Dupont sur Price qui va totalement sécher le demi-mêlée écossais. Le capitaine français a fait un gros match en matière de défense, et il a marqué son vis-à-vis tout au long de la partie. Donc voilà, maintenant c'est à vous de me dire qui sont vos boulettes d'or, qui sont vos gestes d'or. Vous pouvez en proposer évidemment d'autres dans les commentaires, hein. J'ai pas mis tout ce qui s'était passé dans le match. Et si vous avez d'autres remarques concernant la vidéo, concernant ce que je dis, si vous voulez me compléter, me contredire, ou me critiquer, vous pouvez aussi le faire en commentaire. L'espace commentaire est fait pour vous, tant que vous êtes respectueux. Maintenant, le 15 de France a 2 semaines devant lui pour préparer son déplacement à Cardiff, face à des Gallois frustrés par leur courte défaite en Angleterre, mais aussi revanchards parce que ça fait 2 ans qu'ils nous ont pas battus. Les Bleus sont logiquement favoris. Ça va être une autre sorte de défi avec une atmosphère qui est bouillante dans le Principality Stadium de Cardiff. Donc attention, parce que notamment on a vu dans leur match contre les Anglais qu'il faut vraiment pas les laisser espérer, sinon ils reviennent au score dès qu'ils en ont l'occasion. De mon côté, je suis encore sur un petit nuage après avoir fait le déplacement à Murrayfield pour aller supporter les Bleus. C'est vraiment la première fois que je fais un voyage pour aller supporter l'équipe de France. En plus, j'ai pu partager ça en emmenant mon petit frère et c'était vraiment incroyable. Et j'ai pris quelques images du périple, je vais voir ce que je peux en tirer, si je peux faire un petit vlog, je vous promets rien. Mais en tout cas, merci à vous d'être aussi nombreux à me soutenir, d'être aussi constant aussi dans votre soutien. Toutes les semaines vous êtes là et franchement ça m'encourage vraiment à continuer. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est un moteur pour moi et à quel point ça m'aide à continuer. En tout cas, je vous dis merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Bye Lovali.